Bonjour tout le monde. Avant de commencer, j'ai une question. Alors, est-ce que vous pouvez juste laisser la salle allumée 2 secondes? On doit décider si le talk est enfin, si on demande à Stéphane de faire son talk en français ou en anglais. Alors, en français, levez la main. And well, the question that we are asking is, should we ask Stéphane to give his talk in English or in French? English, raise your hand, please. Ok, bah, désolé, sorry for English talking people. On va passer en français, ça l'emporte, il me semble. Ok, on est très heureux et très honoré d'avoir un collègue avec nous ce matin. Stéphane Mallat. Stéphane est professeur au Collège de France. Il est aussi au Centre Sciences des Données de l'ENS, à PSL, et aussi, je ne sais pas si c'est toujours le cas, un appointment à New York encore, enfin, un petit peu. Et Stéphane est une autorité dans le domaine, on va dire initialement des ondelettes, mais aussi désormais de l'apprentissage automatique. Et ce matin, il va nous parler des modèles mathématiques derrière ce qu'on appelle l'IA générative, mais principalement sur des problèmes d'image par score matching. Alors, merci Stéphane. Et comme on dit en français, the floor is yours. Merci beaucoup pour l'accueil, et puis je suis très content d'être ici, d'autant plus qu'un des sujets du PEPR, c'est les maths. Et effectivement, je vais vous parler d'une série de travaux autour de la problématique de la modélisation mathématique des réseaux de neurones, et plus spécifiquement des applications à la génération, avec les techniques de score diffusion, et il y a beaucoup de collaborateurs que je mentionnerai au fur et à mesure. Alors, le problème au départ, pour des problèmes de génération, vous avez une base de données d'échantillons d'une distribution de probabilité P de X, et le problème, c'est de générer des nouvelles données et donc d'échantillonner cette distribution de probabilité qui a été estimée. Et typiquement, ce genre de problème, quand la donnée X est de très grande dimension D, on fait immédiatement face au problème de malédiction de la dimensionnalité. Il faut estimer une fonction en très grande dimension. A priori, c'est sans espoir, à moins que cette distribution de probabilité soit très structurée. Alors, ce problème-là, évidemment, il est très ancien. En physique statistique, c'est la question clé, définir des modèles stochastiques des états d'un système. Là, par exemple, vous avez une image qui correspond à la toile cosmique. Vous avez les problèmes de turbulence qui sont bien connus, et le problème a été posé dans les années 40 par Kolmogorov, et qui est essentiellement un problème toujours ouvert. Et d'un autre côté, on a maintenant ces modèles extraordinaires qui font des images très impressionnantes du côté du machine learning, avec toute une série de techniques qui ont évolué au cours des 10 dernières années, depuis les GAN, Normalizing Flow, et maintenant ces algorithmes de score denoising. Alors, les applications, évidemment, c'est pas tellement produire des images comme des visages. Beaucoup d'applications en physique, prédiction, météorologie, climatologie, synthèse de molécules en chimie quantique, et puis partout, ChatGPT, bien que ce soit des techniques ici différentes, ou de la synthèse de musique, etc. Et le problème qui est au centre de tout ça, c'est de comprendre, est-ce qu'on est vraiment en train d'estimer une distribution de probabilité, ou c'est plus ou moins, comme certains l'appellent, un perroquet stochastique qui a stocké beaucoup de mémoire et qui la restitue de façon plus ou moins aléatoire. Et si c'est une vraie distribution de probabilité qui a été estimée, comment ça se fait que ce soit possible? Comment est-ce que cette malédiction de la dimensionnalité a été évitée? Quel est le type de structure de la distribution qui a permis de faire ce genre de choses? Donc ça, c'est le problème général qui est posé. Alors, la malédiction de la dimensionnalité, vous le connaissez tous, je vais juste rappeler, si on fait une estimation d'une distribution de probabilité de façon complètement naïve à partir d'un certain nombre n d'échantillons, ce qu'on peut imaginer faire, c'est un histogramme.
Un histogramme, ça veut dire que vous allez prendre votre espace, disons 0,1 en dimension D, ici D est égal à 2, vous allez le décomposer en petites bins, et puis vous allez voir le nombre d'éléments qui tombent dans chaque bin, et à partir de là, estimer la fréquence. Alors ça, évidemment, c'est très naïf et c'est sans espoir. C'est sans espoir, pourquoi? Parce que 0,1 en dimension D, si vous le divisez en bins de taille epsilon, vous allez avoir de l'ordre de epsilon puissance moins D bins, et ça va immédiatement exploser de façon exponentielle. Epsilon, par exemple, 1/10, D plus grand que 80, plus grand que le nombre d'atomes d'univers, donc il n'y a vraiment aucune chance d'arriver à faire ça. Ce que ça veut dire en sous-jacent, c'est que si vous supposez seulement que votre distribution de probabilité est localement régulière, par exemple Lipschitz ou 2-3 fois continuellement dérivable, c'est sans espoir, vous n'allez pas y arriver. Donc ce qu'il faut, c'est trouver de la structure dans ces distributions de probabilité. Et ce problème, au passage mentionné pour l'IA générative, mais c'est vraiment le cœur de tout le machine learning. Parce qu'en machine learning, essentiellement ce qu'on fait, c'est de l'estimation des distributions de probabilité, éventuellement probabilité conditionnelle. Alors, une des façons d'essayer de contourner ce problème pour trouver de la structure, c'est d'essayer de factoriser ces distributions de probabilité. Donc là, P de x est factorisé comme un produit de fonctions qu'on espère être un peu plus simples. Si vous prenez le log, vous avez le log des probas, et si chacune de ces probas dépend d'un nombre beaucoup plus limité de variables, on peut peut-être espérer être capable d'estimer P de x comme une somme de fonctions qui, elles, sont plus faciles à estimer. Donc le problème, c'est est-ce qu'on peut trouver des factorisations de ce type qui permettent d'expliquer notamment ce qui se passe dans les réseaux de neurones. Et il y a une idée clé qui est maintenant vraiment très importante partout en machine learning, et notamment pour comprendre la structure des réseaux de neurones, c'est l'idée de transport. Et l'idée de transport, parce qu'une des manières d'essayer de modéliser une distribution de probabilité comme la distribution de probabilité ici P0, c'est d'y accéder par un transport d'une autre distribution. Alors je vais peut-être passer ici, d'une autre distribution de probabilité PT de XT, et qui par exemple est très simple et gaussienne. Si vous avez une distribution gaussienne et que vous êtes capable de transporter cette distribution dans la distribution P0 en transportant chaque réalisation depuis une réalisation gaussienne vers une réalisation de la distribution que vous voulez avoir, alors si vous êtes capable de coder ce transport, évidemment, vous pouvez calculer des réalisations de P0 à partir de PT. En sous-jacent derrière cette idée, il y a le fait que si on est capable de faire un transport de P0 vers PT et que ce transport, on peut l'inverser, on va avoir un transport depuis la distribution très simple vers la distribution P0. Donc, question, c'est quel type de transport on peut trouver ? Et d'où vient ce genre d'idée? Donc ces idées sont anciennes, il y a toutes les idées de transport optimal, mais c'était vu plutôt en basse dimension, pardon. Mais en physique, on trouve des idées de transport, notamment à travers les échelles. Si vous prenez ce qu'on appelle le groupe de renormalisation, qui a donné lieu à un prix Nobel par Wilson dans les années 70, qui est vraiment au cœur de l'interprétation de beaucoup de phénomènes physiques, l'idée c'est que pour comprendre un phénomène macroscopique très complexe, on va voyager à travers les échelles et voir comment les distributions de probabilité évoluent à travers les échelles. Aux très grandes échelles, il va éventuellement avoir un phénomène de mixing qui fait qu'on va être gaussien, et puis on va voir apparaître les structures aux fines échelles. Et puis, plus récemment en IA, il y a eu ces algorithmes de score diffusion dans les années 2020 qui procèdent le long de même genre d'idées, c'est-à-dire qu'on va trouver un transport qui va aller de P0 vers PT, qu'on va inverser, et ici l'axe ne va plus être un axe des échelles, mais on va le voir, c'est un niveau de bruit. Ce qu'il y a derrière tout ça, c'est à nouveau l'idée d'une factorisation, parce que si on est capable de faire un transport de PT à P0, ça veut dire en sous-jacent, à travers l'évolution de x de t, ça veut dire qu'on est en train de factoriser P0 comme un produit de probabilités qui sont les probabilités conditionnelles de l'état xt étant connu l'état juste avant. Donc c'est une stratégie pour trouver des factorisations qui peuvent se voir en termes de transport.
Alors, l'idée du score diffusion, je suppose que la plupart d'entre vous connaissent ça très bien, c'est de dire, pour faire un transport depuis une distribution de probabilité vers un bruit blanc gaussien, a priori, ça, c'est pas très compliqué, il suffit de rajouter du bruit. Et l'équation qui va ajouter du bruit puis faire une renormalisation, c'est l'équation d'Ornstein-Uhlenbeck, où l'incrément de x, il y a un facteur de damping ici qui va petit à petit atténuer la composante du signal, plus du bruit blanc qui va être ajouté, ce qui fait qu'à la fin, on va obtenir une image de pur bruit blanc. Ce qui est intéressant et au départ pas intuitif, c'est qu'on peut inverser ce transport. C'est-à-dire qu'on peut repartir depuis un bruit blanc et revenir vers la distribution d'origine. Et ça va se faire avec une équation stochastique, différentielle stochastique, qui va inverser cette équation, donc va faire une inversion du temps. Et l'inversion du temps, donc on va avoir un changement de signe ici sur ce facteur, va être obtenue en introduisant un facteur qui va forcer de converger vers la distribution d'origine. Vous pouvez le voir comme une sorte de descente de gradient, et cette composante, elle va inclure l'énergie, autrement dit le gradient de l'énergie, autrement dit le gradient du log de la probabilité, et c'est ce qu'on appelle le score. Alors ça, c'est un résultat assez ancien, des années 70. Ce qui est très spectaculaire, qui a été obtenu par Yang Song et ses collaborateurs, c'est le fait qu'on puisse estimer ce score. Et ça, c'est une grosse surprise, parce que le score, c'est une fonction en très grande dimension. Donc oui, certes, on est capable théoriquement d'inverser, mais encore faut-il être capable de l'estimer, et de l'estimer suffisamment précisément. Et c'est là qu'ils ont eu le courage d'essayer avec des réseaux de neurones. Ils ont estimé le score avec des réseaux de neurones et se sont rendus compte que ça marchait. Alors, le principe de cette estimation est le suivant, c'est de faire un lien entre l'estimation du score et des problèmes de débruitage. Alors, ce n'est pas très étonnant parce qu'on voit bien l'équation inverse, elle consiste à passer du bruit jusqu'à l'image d'origine. Donc, ça va être une séquence de débruitage itératif. Alors, effectivement, il y a un lien direct entre score et débruitage. Si vous prenez un signal X et vous lui ajoutez du bruit blanc de variance sigma t, donc c'est xt maintenant le signal bruité, faire du débruitage, ça veut dire quoi? Ça veut dire estimer X, donc j'ai un estimateur ici X chapeau qui va dépendre de xt, et ce que je voudrais, c'est minimiser l'erreur. L'erreur au sens des moindres au carré, et donc pour minimiser cette erreur, on sait très bien quel est l'estimateur optimal. C'est tout simplement l'espérance conditionnelle, autrement dit la moyenne de x étant connue xt. Le problème, c'est que cette espérance conditionnelle, c'est une fonction très non linéaire. Et là, il y a un très joli résultat des années 60 qui a été redécouvert nombre de fois, Tweety, Robbins, Miyazawa, qui dit que cette espérance conditionnelle, en fait, on l'obtient en partant de xt et en bougeant en direction de la distribution de probabilité, en faisant un pas de gradient, c'est-à-dire en bougeant par le score, le gradient de xt de log de p de xt. Donc, ce que ça veut dire, c'est que calculer l'estimateur conditionnel ou calculer le score, c'est pareil. Autrement dit, on peut essayer de définir le problème d'estimation du score comme un problème de débruitage optimal. Et donc, c'est effectivement ce qu'ils ont fait. Et l'idée, c'est qu'on va utiliser un réseau de neurones pour ça. Donc, vous mettez en entrée votre image bruitée. Vous avez le réseau de neurones qui va calculer un estimateur qui va être optimisé de manière à minimiser la loss, sachant que sur les données d'entraînement, vous connaissez l'image d'origine sur laquelle vous avez ajouté du bruit pour faire l'estimation. Et ce que vous savez, c'est que si vous avez l'estimateur optimal, on croise les doigts, alors à ce moment-là, on obtient le score. Et donc la question, c'est est-ce que ça va marcher? Il n'y a aucune raison a priori qu'un tel réseau de neurones soit capable d'estimer le score en très grande dimension, autrement dit l'estimateur optimal. Et donc à partir de là, ils ont essayé, et c'est là qu'il y a eu ces résultats très spectaculaires et de plus en plus spectaculaires au fur et à mesure que les réseaux de neurones devenaient plus puissants. Donc ça, c'est par exemple des exemples d'images de chambres à coucher qui ont été calculées à partir d'une base de données de chambres à coucher, et on obtient des très belles images. Alors évidemment, quand on regarde ces images, obtenir des très belles images, c'est pas très compliqué, il suffit de prendre
un exemple de la base de données de chambre à coucher, j'ai une très belle chambre à coucher. Donc la question, c'est essentiellement, est-ce que ces images, c'est le résultat d'une mémorisation, et on a très envie de penser que ça l'est, parce qu'elles sont vraiment trop belles, ou est-ce que c'est vraiment une notion de distribution de chambre à coucher, sachant que ce n'est pas très intuitif une telle notion, qui a été échantillonnée. Et donc ça, c'est la question qu'on va regarder beaucoup plus en détail. Donc la première phase, ça va essayer d'essayer de comprendre est-ce que effectivement ces systèmes généralisent ou est-ce qu'ils mémorisent, et en sous-jacent quel type d'a priori sont utilisés s'ils sont effectivement capables de généraliser. Et puis la deuxième partie, ou la dernière partie, on va essayer d'ouvrir la boîte noire pour essayer de comprendre quels sont les grands principes qui permettraient de contourner la malédiction de la dimensionnalité pour expliquer le fait que, effectivement, ces systèmes sont capables de généraliser sur des distributions de probabilité très complexes. Alors, quand on regarde un estimateur, il y a toujours deux termes. Il y a le terme de variance, évidemment, donc c'est le problème de généralisation versus mémorisation. Et le deuxième terme, c'est le terme de biais. Est-ce qu'on a suffisamment de flexibilité dans un réseau de neurones pour approximer la vraie distribution de probabilité? Donc, voilà le U-Net typiquement qui est utilisé, donc des cascades de convolutions très locales, d'accord, typiquement 3 par 3, des relus, on ne va pas utiliser de biais ici, donc là c'est de l'ordre de 7 millions de paramètres, on va commencer avec des petites images, et puis les images sont petit à petit sous-échantillonnées, et donc ça on peut le voir comme un facteur d'échelle au fur et à mesure. On va aller vers des champs récepteurs de plus en plus grands, et puis vous avez la partie droite ici de reconstruction, et l'image débruitée va être ici. Alors, première expérience, regardez si on généralise ou pas. Donc il y a une manière très simple de faire ça, c'est vous prenez votre base de données d'entraînement, on va la séparer en deux bases de données en faisant une sélection aléatoire, donc deux bases de données disjointes. On va entraîner deux réseaux de neurones avec ces deux bases de données, et on va regarder si le transport est le même avec ces deux réseaux de neurones. Autrement dit, on va partir d'un même bruit blanc, et puis on va synthétiser une image à partir de ces deux réseaux de neurones qui n'ont pas vu du tout les mêmes images de visage. Et donc, si on fait ça en fonction du nombre d'images dans les deux bases de données, si je commence avec une seule image dans les deux bases de données, voilà l'image qui est synthétisée avec le premier réseau de neurones et avec le deuxième réseau de neurones, et vous ne serez pas surpris d'apprendre que les images qui ont été synthétisées, c'était tout simplement l'image qui était dans la base de données d'entraînement, où il n'y avait qu'une seule image. Autrement dit, le réseau de neurones a simplement mémorisé l'image et restauré l'image étant donné le bruit blanc. Donc, pure mémorisation. Maintenant, vous faites la même chose avec deux bases de données disjointes, toujours, mais avec 10 images. À nouveau, vous obtenez, à partir du même bruit blanc et du transport, deux images qui sont différentes. Et si vous regardez ces deux images, elles étaient dans la base de données, donc vous êtes simplement en train d'échantillonner aléatoirement la base de données qui a été mémorisée. Sans images, même chose. Autrement dit, le réseau de neurones a la capacité de mémoriser sans images, et c'est tout ce qu'il fait. 1000 images, toujours pareil, sauf qu'on commence à avoir des erreurs, parce qu'effectivement, le réseau de neurones qui a 7 millions de paramètres commence à devoir comprimer les images et perdre de l'information, mais c'est de la pure mémorisation. 1000 images, toujours pareil, sauf que ça se dégrade un peu, mais à chaque fois, on restitue deux images qui sont différentes et qui sont proches. À chaque fois, ce que je montre, c'est l'image la plus proche de la base de données par rapport à l'image reconstruite, et on voit qu'elle est très proche. Et la grosse surprise, elle arrive ici avec 100 000 images, et dans ce cas-là, deux choses qu'on voit apparaître. D'abord, les deux réseaux reconstruisent la même image, ce qui veut dire que l'image maintenant devient quasi indépendante des visages particuliers d'entraînement. Et effectivement, ce visage est complètement différent du visage le plus proche qui a été retrouvé dans les deux bases de données. Donc ça veut dire là qu'on a un vrai phénomène
de mémorisation est très fort. Ça veut dire que les deux réseaux de neurones ont calculé le même transport. Ce transport nous a bien mené d'un bruit blanc vers un visage, et ce visage, essentiellement, ne dépend pas du choix des images dans la base de données. Alors, voilà des exemples d'images qui ont été reconstruites à partir d'un même bruit blanc par les deux réseaux de neurones. Vous voyez qu'à chaque fois, ça reconstruit essentiellement le même visage, mais il peut y avoir des différences. Là, par exemple, vous avez des lunettes, ici, vous n'en avez pas. Et là, en fait, c'est dû au fait que vous pouvez avoir des instabilités dans le transport. Quand vous avez deux modes avec ou sans lunettes, si au cours du transport on arrive sur la frontière, on peut tomber à gauche ou à droite avec une toute petite différence. Et c'est ce qui s'est passé ici. Alors on peut faire pareil avec des chambres à coucher, des petites images à nouveau, et si elles font 80 par 80, eh bien avec 100 000 images, on a le même phénomène de généralisation, alors qu'avant c'est de la pure mémorisation. Et par contre, si on regarde des images, effectivement, ça ressemble à des chambres à coucher, mais si on regarde très précisément, elles sont un peu bizarres, ces chambres à coucher. Le lit, c'est pas exactement un lit, etc. Mais malgré tout, une chose est sûre, c'est que ça généralise. Alors, maintenant, la question, c'est d'essayer de comprendre cette notion de biais, d'erreur. On voit que ces réseaux généralisent. Est-ce qu'ils estiment la bonne distribution de probabilité? Et alors, un commentaire, ils généralisent, mais il faut beaucoup d'exemples. 100 000 pour des images de 80 par 80. Donc ça, déjà, il faut voir que ça va être un problème majeur dans la plupart des applications. Parce qu'en physique, souvent, on a des images qui font au moins 512 par 512, si ce n'est pas plusieurs milliers par plusieurs milliers de pixels. Donc, le nombre d'exemples qu'il faut est absolument considérable pour s'assurer qu'on a une généralisation, parce que le UNet devient beaucoup plus grand. Regardons le problème de biais. Donc, le problème de biais, on sait qu'on va avoir aucune erreur si on a bien estimé le score. On sait qu'on va parfaitement estimer le score si on a calculé l'estimateur optimal du problème de débruitage. Donc, question, est-ce qu'on calcule cet estimateur optimal dans les différents types d'exemples? Donc, la première question, c'est d'essayer de comprendre la nature de l'estimateur qui est calculé par ce réseau de neurones. Le problème de débruitage, c'est un des problèmes, voire le problème le plus ancien en traitement du signal, qui a commencé à être étudié dans les années 40-50 par Wiener. Et donc, on a énormément d'outils et questions. Est-ce que le réseau de neurones fait quelque chose de similaire par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire en maths sur les problèmes de débruitage? Et ce qu'on va voir, c'est que la réponse, c'est oui. Donc, le problème de débruitage, c'est à nouveau le signal sur lequel on a un bruit qui a été ajouté, qui est un bruit blanc, et on veut calculer un estimateur, et on sait que l'estimateur idéal, il va être obtenu avec un score qu'on va essayer d'estimer avec un réseau de neurones. Alors, dans notre cas, on a pris un réseau de neurones qui est une cascade de convolutions et de relus qui est une fonction linéaire par morceau. Il n'y a pas de biais. Donc, ce qu'on sait, c'est que l'estimateur qu'on va calculer, c'est une fonction linéaire par morceau, avec plein de morceaux, mais linéaire par morceau. Donc, le gradient, je peux toujours l'écrire en un point xt, comme étant son jacobien, donc le jacobien du gradient, ça va me donner le hessien, fois xt. Donc, je peux réécrire cette équation comme étant l'identité xt plus le hessien pris en xt fois xt. Alors pourquoi je l'écris comme ça? Parce que là, on a une matrice symétrique qui est appliquée à xt. Donc si on a une matrice symétrique, on peut la diagonaliser. Donc je vais définir la base orthogonale qui diagonalise le xt. Attention, cette base, elle dépend de xt. Autrement dit, pour chaque image bruitée, je vais lui associer une base orthogonale qui est la base orthogonale qui diagonalise ce hessien. Je peux donc calculer l'estimateur comme étant la décomposition dans la base orthogonale fois un facteur. Ce facteur, c'est la valeur propre de l'identité plus le hessien. Et là, pour ceux qui ont l'habitude de faire du débruitage, on commence à voir ce qui va se passer. On peut regarder la base orthogonale qui diagonalise le hessien et d'essayer de regarder l'amplitude des coefficients du signal dans cette base, ici. Avec un peu de chance,
ces coefficients vont décroître rapidement. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces coefficients, on les a multipliés par un facteur lambda t, mais ces coefficients, c'est le signal plus le bruit. Donc le signal, il est là, le bruit, c'est du bruit blanc, donc ça va grosso modo être des variables aléatoires gaussiennes de même amplitude, sigma, il va se retrouver comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va choisir pour lambda? C'est assez intuitif, le lambda, il va garder la composante du signal qui est au-dessus du bruit et va tuer ce qui est au-dessous du bruit. D'accord? Donc, vaut à peu près 1 à gauche et à peu près 0 là où le bruit qui est en rouge domine le signal qui est en bleu. C'est quoi une bonne base? L'erreur qui est gardée, c'est les coefficients du bruit, essentiellement sur le signal, et puis la queue de distribution ici. Donc, si vous avez une représentation, autrement dit une base orthogonale qui comprime le signal beaucoup mieux, c'est-à-dire que l'amplitude des coefficients du signal est concentrée sur juste quelques coefficients, donc il y a une décroissance très rapide et puis ensuite c'est quasiment zéro. Autrement dit, si on a une représentation parcimonieuse, on va avoir un meilleur résultat. Et ça, c'est bien connu en traitement du signal. Le problème, c'est quoi? C'est trouver la meilleure base orthogonale qui va vous construire la représentation la plus parcimonieuse, autrement dit, optimiser la base étant donné le signal. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'un réseau de neurones va essentiellement faire ça. En calculant en sous-jacent le score, il a le hessien, et derrière le hessien, il y a une base orthogonale sur laquelle on calcule une représentation parcimonieuse et qui vous donne une estimation optimale. Donc la question, c'est maintenant, on peut revenir sur notre réseau de neurones et nous poser la question, est-ce que ça marche? Autrement dit, est-ce qu'il a vraiment calculé la base orthogonale optimale? Et ce qu'on peut faire, c'est travailler sur des exemples de maths où on la connaît plus ou moins, la base orthogonale optimale, ou les bases orthogonales optimales, pour regarder s'il fait le bon job. Il y a une famille de problèmes qu'on maîtrise maintenant mathématiquement bien, qui ont été beaucoup étudiés entre les années 90 et 2010. C'est les problèmes de géométrie en image, où vous avez une image qui est régulière par morceaux, c'est alpha, donc bien régulière, mais avec une frontière, où il y a une discontinuité, et cette frontière est elle-même une fonction régulière qu'on va supposer à nouveau être alpha continuellement dérivable, ou c'est alpha. Et il y a des résultats en stats qui démontrent que l'estimateur optimal, il va dépendre de l'exposant de régularité alpha, et quand le bruit sigma tend vers 0, eh bien l'erreur de l'estimateur optimal ne peut pas décroître plus vite et va exactement décroître comme sigma avec un exposant de alpha sur alpha plus 1, ce qui a été démontré par Korostelev et Tsibakov. OK. La question, c'est est-ce qu'un réseau de neurones est capable d'obtenir un débruitage optimal comme ça? Donc, tout ce travail sur la généralisation, etc., a été fait par Zara Zadokai, Florentin Guth et avec Eros Simoncelli. Donc, regardez si effectivement on est capable d'avoir un estimateur optimal. On peut le faire en regardant quelle est la base orthogonale. Donc, il suffit de calculer le hessien, il suffit de calculer les vecteurs propres du hessien, et pour une image comme ça, bruitée, eh bien, voilà les vecteurs propres. Et là, on voit que effectivement, il a fait ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a calculé une base harmonique qui va complètement comprimer la partie régulière à gauche et à droite. Et comme il y a des incertitudes sur la frontière, le long de la frontière, il a utilisé la régularité géométrique de la frontière en construisant une espèce de petite fonction qui oscille le long de la frontière. On appelait ça à l'époque, et ça c'était le travail de Gabriel Perret et Erwan Le Pennec, des bandelettes. Et avec ce genre de choses, on peut effectivement, on le sait, ça a été étudié à l'époque par Erwan Le Pennec et Gabriel Perret, on peut faire de la compression optimale. Si on regarde maintenant numériquement les performances de débruitage, c'est-à-dire le log de l'erreur en fonction du bruit, on voit que ce que fait le réseau de neurones est effectivement optimal. C'est-à-dire ça atteint les pentes optimales qui sont ici montrées en pointillés. Donc, effectivement, ce n'est pas simplement qu'il généralise, c'est-à-dire une petite erreur, ce qui ne garantit pas la précision. Là, il a vraiment appris ce qu'il fallait apprendre.
Alors ensuite, quand vous prenez des problèmes beaucoup plus compliqués, comme par exemple l'estimation de visage, voilà votre visage bruité et débruité. À partir de ce visage bruité, pareil, vous pouvez estimer, vous avez le score, le hessien. Vous pouvez regarder les vecteurs de base du hessien, c'est-à-dire cette image bruitée, elle a été décomposée dans cette base et seuillée indirectement par ce réseau de neurones. Et on voit bien que la base, elle fait du sens. À nouveau, vous avez une base d'éléments oscillants, donc on voit bien qu'on est dans le monde de l'analyse harmonique, mais en même temps, la géométrie de cette base s'adapte complètement à la géométrie des singularités, et ça c'est très important parce que c'est ça qui permet d'être optimal. C'est évidemment il y a une singularité, mais en même temps il y a de la régularité si vous vous baladez le long de la singularité, et c'est pour ça que vous avez vos éléments de base qui vont suivre comme ça pour utiliser la régularité géométrique. Et donc la question maintenant, c'est comment ça se fait que ces réseaux de neurones sont capables de faire ces estimations qui sont très impressionnantes. Alors, le fait que vous ayez des fonctions qui ressemblent à des sinusoïdes, en tout cas localement oscillantes, pas complètement surprenant parce qu'il y a des convolutions dans les réseaux de neurones. Donc, qui dit convolution dit sinusoïde pour les diagonaliser. Mais il y a les non-linéarités, c'est évidemment elles qui permettent de faire ces estimations. Donc c'est là-dedans maintenant que je voudrais terminer, c'est comprendre ces propriétés de généralisation, d'estimation qui semblent être très précises. Donc quelle est la structure de ces distributions de probabilité qui permet de faire ça? Et donc pour ça, on va rentrer dans la boîte noire, qui est un U-Net ici, et donc comme je le disais, derrière un U-Net, il y a cette idée de filtrage sous échantillonnage, etc. Et donc quelque part, il y a l'idée d'échelle qui apparaît, qui est évidemment au cœur de l'organisation hiérarchique des différentes structures. Alors, comme je disais au début, il y a un outil en proba pour regarder l'évolution des distributions de probabilité à travers les échelles, c'est le groupe de normalisation qui est vraiment au cœur de toute la physique statistique. Donc l'idée développée d'abord par Kadanoff et Wilson dans les années 70, c'est de dire si on veut regarder une distribution de probabilité d'un objet très complexe comme ici la toile cosmique, on peut regarder cette distribution de probabilité à différentes échelles et son évolution. Et comment on passe d'une échelle à l'autre? Tout simplement en moyennant, sous-échantillonnant, etc. Jusqu'à ici, on obtient une toute petite image. Alors le fait d'obtenir une toute petite image veut dire que maintenant on n'est plus dans le domaine de la très grande dimension. Donc ça, a priori, c'est pas très compliqué à estimer si on tombe sur une image de 2 par 2 pixels, voire 1 pixel. Mais en plus, cette image, c'est le résultat d'un moyennage de plus en plus, donc elle a beaucoup de chances d'être quasiment gaussienne, cette distribution, même si ce n'est pas toujours vrai si on est sur un point critique. L'idée là, ça va être d'inverser, comme on l'a dit, donc on a un transport à travers les échelles, tout comme pour le score diffusion, on va inverser ce transport, et ça c'est un travail qui a été fait avec un physicien Giulio Biroli, Thierry Marchand, Misaki Ozawa. Donc comment on inverse? Ça veut dire qu'il faut trouver la distribution de probabilité à fine échelle à partir de la distribution de probabilité à une échelle plus grossière. Pour ça, il faut calculer la distribution probabilité conditionnelle de la fine échelle étant connue la grande échelle. Et l'idée de cœur de Wilson, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont fait ces décompositions, c'est que les probabilités conditionnelles, construire une échelle fine étant connue l'échelle grossière, sont beaucoup plus simples que la distribution de probabilité native, jusqu'au point où ils ont quasiment fait des modèles gaussiens pour expliquer des problèmes très non linéaires, comme par exemple le problème d'Ising ou Phi4, avec des probabilités conditionnelles gaussiennes. Donc, problème maintenant, c'est de calculer ces probabilités conditionnelles. Donc, intuitivement, les probabilités conditionnelles ici, c'est les thèmes d'interaction entre les différentes échelles. Donc, quand on passe d'une échelle fine à une échelle plus grossière, qu'est-ce qu'on a perdu? Ce qu'on a perdu, c'est les hautes fréquences. En physique, les hautes fréquences, on a l'habitude de les décomposer en Fourier. Ceci étant, 73, Wilson, son premier papier, il a construit à la main quelque chose d'autre, qui est en fait essentiellement des ondelettes.
Donc, qu'est-ce que c'est que des ondelettes? Des ondelettes, c'est des fonctions qui, contrairement aux sinusoïdes, sont localisées, vont du coup devoir être translatées pour pouvoir couvrir tout l'espace et vont être dilatées aux différentes échelles. Et on peut comme ça construire des bases orthogonales avec 3 ondelettes en les choisissant bien. Donc voilà une image. Vous avez une série de filtrages qui vont extraire les hautes fréquences dans différentes directions. Ça va correspondre aux coefficients d'ondelettes haute fréquence. Je les écris toujours avec un bar, ça veut dire c'est les coefficients complémentaires. Et puis là, vous avez les basses fréquences. Les basses fréquences, vous pouvez les sous-décomposer en coefficients d'ondelettes de haute fréquence et les basses fréquences, etc. Et maintenant, le problème, il revient à calculer l'image haute fréquence à partir d'images basse fréquence. Et ça, c'est pareil que de calculer les coefficients d'ondelettes qui sont ici, autrement dit, les hautes fréquences étant connues les basses fréquences. Et un aspect très important, c'est que très souvent, alors que la distribution de X est très non locale, parce que les contours ont beaucoup de régularité, il y a beaucoup de structures régulières, les informations conditionnelles des hautes fréquences, étant donné les basses fréquences, peuvent être complètement locales, parce que ce qu'il faut essentiellement, c'est raffiner le contour, étant connu déjà les structures basses fréquences de ce contour. Et le fait que vous soyez local, ça veut dire que vous n'allez plus avoir une malédiction de la dimensionnalité, vous allez pouvoir faire des modèles qui sont quasiment des modèles de type Markov. Alors, on va essayer d'avancer là-dessus et de construire des modèles comme ça, c'est-à-dire ces modèles de probabilité conditionnelle à travers les échelles, et on va prendre des modèles qui sont des modèles exponentiels, c'est-à-dire linéaires dans les paramètres, mais tout le problème, évidemment, c'est de définir cette fonction non linéaire qui va permettre de linéariser la log probabilité. Alors, pour construire maintenant ce chemin à la fois à travers les échelles et dans le temps, donc ça c'est un travail de Florentin Gutz, Zarazadokai avec Eero Simoncelli, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on part des basses fréquences, on veut créer les hautes fréquences étant connues les basses fréquences, on va simplement faire un score diffusion sur les coefficients d'ondelettes pour les recréer. Hop, on recrée une image plus haute résolution. Et maintenant, pour recréer les coefficients d'ondelettes, on va faire un score diffusion là-dessus et on remonte. Ce chemin à travers les échelles, en fait, on les retrouve de façon un peu plus ad hoc dans les réseaux de neurones. Quand on doit modéliser des très grandes images, en fait, il y a des conditionnements qui sont faits progressivement à partir des basses fréquences. Et donc, c'est ce genre de schémas qui sont construits. La question, évidemment, c'est de comprendre comment on peut calculer ces scores et pourquoi on peut les calculer. Et donc, bon, ça, c'est une application de ce genre de choses qu'on avait faites. Par exemple, vous voulez aller de basses fréquences vers les hautes fréquences. Si vous êtes capable de calculer les scores avec des réseaux locaux, à ce moment-là, vous êtes capable de calculer des images hautes fréquences avec des modèles quasiment markoviens à partir des basses fréquences, et c'est ce qu'on a fait. À partir de ce genre d'image, on obtient ceci. Non pas que ce soit spectaculaire du tout en termes de qualité, mais on voit qu'effectivement, mettre une hypothèse de localité ne tue pas la qualité des reconstructions. Alors, dernier point, on va rentrer dans c'est quoi la nature de ces modèles. Quand vous prenez une image, voilà les images obtenues dans différentes directions à différentes échelles. Vous voulez calculer la probabilité conditionnelle des coefficients d'ondelettes, par exemple cette image, étant connues les basses fréquences, autrement dit, étant connues toutes les coefficients d'ondelettes aux autres échelles et dans les autres directions. Il y a une chose qui est très importante et qui est un peu déstabilisante, c'est qu'il n'y a aucune corrélation entre ces coefficients. Il n'y a aucune corrélation parce que ces coefficients, vous avez un processus typiquement stationnaire parce que le bateau il peut bouger n'importe où, et ces coefficients, ils vivent dans des bandes de fréquences différentes. Donc les fréquences, on sait qu'elles sont non corrélées, les coefficients d'ondelette vont être non corrélés. Donc il y a de la dépendance, c'est évident. Quand on regarde ces images, elles ont les mêmes têtes, on voit bien la géométrie. Mais cette dépendance n'est pas de la corrélation. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de corrélation? À cause de la phase. Parce que la phase, elle, va varier aléatoirement, ce qui fait que dès que vous corrélez les choses, vous avez 0. Donc pour obtenir de la corrélation, ce qu'il faut faire, c'est tuer la phase. Tuer la phase, c'est le module de ces coefficients d'ondelettes, ça ressemble à une détection de contour.
On a l'habitude de faire ça en vision. Et effectivement, quand maintenant vous regardez les contours estimés à différentes échelles, ils se ressemblent énormément. Donc on voit bien que tout ça, c'est très très corrélé. Donc ce n'est pas les coefficients eux-mêmes qu'on va corréler, c'est les modules. Et donc on voit bien là pourquoi c'est fondamental d'avoir des non-linéarités. On aurait pu faire ça avec un relu. C'est pour ici tuer la phase et créer de la corrélation qui va ensuite pouvoir être exploitée par un opérateur linéaire après. Donc l'idée, et ça c'est le travail de Nathanaël Cuvel-Magard et Étienne Lempereur, ça va être plutôt de travailler sur les covariances des modules, d'accord ? Donc, et quand on regarde ces images où il y a des longues courbes, on voit que ces covariances, elles vont avoir de la portée très longue, de la dépendance, pardon, très longue portée. Mais d'un autre côté, dans un réseau, j'ai que des opérateurs locaux. Et si jamais j'ai de la dépendance longue portée, ça veut dire qu'à nouveau, je vais avoir un phénomène de malédiction de la dimensionnalité. Donc j'ai besoin de relocaliser cette dépendance longue portée. Et là, c'est le même truc. Pour la localiser, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une décomposition multi-échelle de ces images de contours. Donc on a une cascade d'une première transformée en ondelette, un module, puis une deuxième transformée en ondelette, ce qu'on appelle du scattering par ondelette. Et donc vous avez ici vos coefficients d'ondelette avec leur module, c'est les contours, qui a été reconvolé avec une ondelette. On va aussi garder les coefficients d'ondelette eux-mêmes, parce qu'on a besoin quand même d'avoir des informations de phase, même si elles ne vont pas jouer à travers les échelles. Et on va construire un modèle très simple, qui est linéaire dans les paramètres, qui ressemble en quelque sorte à un modèle gaussien, seulement au lieu que ce soit x ici, ça va être ces coefficients de scattering qu'on va mettre. Autrement dit, le modèle, il va juste encoder les dépendances à travers les échelles de façon linéaire, avec une matrice de covariance, ou de covariance inverse, et la dimension du modèle, ici, va juste regarder les interactions entre ces coefficients. Si vous avez une image de taille D, le nombre de coefficients que vous allez avoir va ici, on peut le montrer, de l'ordre de log D au Q. Le dernier point, c'est que ça, on peut implémenter ça dans un UNet, parce que le UNet va exactement permettre de faire la décomposition à différentes échelles, puis ensuite mettre les non-linéarités, et la branche de droite va permettre de reconstruire l'image débruitée qui va permettre d'identifier les paramètres ici. Alors, je vais juste vous montrer, donc ça c'est des expériences qui avaient été faites avec, en collaboration avec le département de physique à l'ENS, Erwan Alice Xiao Cheng et Brice Ménard, avec Rudy Morel. Voilà des images, et à partir de ce genre de choses donc, de physique, on estime pareil les paramètres et on fait de la synthèse. Donc, on va faire de la synthèse qui est de la synthèse de bonne qualité. La différence par rapport à ce que j'ai montré avant, c'est qu'au lieu d'avoir 7 millions de paramètres, j'en ai plus que 500. Donc on a considérablement réduit le nombre de paramètres, et l'intérêt de faire ce genre de choses, évidemment, c'est de réduire le nombre d'échantillons nécessaires pour être capable d'estimer les modèles. Et là, en l'occurrence, avec une seule image suffisamment grande, on est capable d'estimer le modèle. Alors, comment on vérifie que ce modèle est bon? On en a en physique, typiquement, on calcule des moments d'ordre supérieur. Donc, les moments d'ordre 3, c'est ce qu'on appelle le bispectre, ou d'ordre 4, le trispectre, et on vérifie que les moments sont bien matchés. Alors, avec ce genre de choses, on peut aussi faire des formes géométriques avec ce genre de modèle. Donc, ça, c'est leur travail. Par exemple, un cercle qui se balade, qu'on peut synthétiser, mais on ne peut absolument pas reconstruire des visages. D'accord? Donc, évidemment, quand vous commencez à réduire le nombre de paramètres, la classe de fonctions que vous êtes capable d'approximer est beaucoup plus limitée. Et maintenant, ça, c'est essentiellement le cœur du problème. C'est comment prendre ces modèles où on commence à sentir ce qui se passe. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui ont changé avec l'apparition de ces modèles de score diffusion. C'est que maintenant, les problèmes de maths sont très bien posés. C'est des problèmes de transport. On sait vraiment ce qu'on veut estimer, c'est cette fonction de score. On peut regarder les modèles sous-jacents. Là, ce que ces arguments montrent, c'est que quand on commence à regarder les problèmes à travers les échelles, on est capable effectivement de capturer des fonctions de score qui sont très sophistiquées et qui correspondent aux architectures des UNet.
Ceci étant, le problème qui est comment ça se fait qu'on arrive à faire des choses aussi sophistiquées que des visages ne sont pas du tout résolus. Alors, en conclusion, premier point, et qui pour moi, tout comme pour mes collaborateurs, en particulier Eero Simoncelli, était une grosse surprise, c'est ces modèles généralisent. Essentiellement, ce qu'on imaginait, c'est que ces visages étaient reconstruits avec des espèces de patchs bien foutus des images d'origine, ou pareil pour les chambres à coucher, et la réponse c'est non. Non, c'est pas ça qui se passe. On le voit parce que on reconstruit les mêmes images avec des images totalement indépendantes. Il y a vraiment un phénomène de généralisation, mais il faut beaucoup d'images pour généraliser. Et en fait, on peut ensuite étudier la généralisation en fonction du nombre de paramètres. Ça ne scale pas linéairement, mais dans les expériences qu'on a fait, presque. C'est-à-dire que quand on a des images de plus en plus grandes qui demandent des réseaux de plus en plus grands, sur les quelques expériences qu'on a fait, le nombre d'échantillons dont on avait besoin scalait quasiment linéairement avec la taille du réseau. Donc d'énormes réseaux, ça veut dire d'énormes bases de données. Alors, l'autre aspect, c'est la structure. Et la structure, à nouveau, on tombe sur cette idée de factorisation, de distribution de probabilité. Et là, le point central, c'est qu'il y a une source très puissante de factorisation, c'est les échelles. Et qui dit factorisation à travers les échelles, dit groupe de normalisation. Et pour regarder ça, eh bien, on tombe sur des problèmes d'analyse harmonique, c'est-à-dire on a envie de séparer les bandes de fréquences, en même temps il faut être local en espace, donc quelque part il y a des trucs du genre ondelettes qui apparaissent, et c'est pas très étonnant vu que ces réseaux font des cascades de petits fils. Mais dans les réseaux, tous les paramètres sont essentiellement dédiés aux interactions à travers les canaux. Et dans ce que j'ai montré, des modèles de scattering sont relativement simples. On arrive quand même à faire de la physique qui ressemble très fortement à de la turbulence, mais il faut des modèles beaucoup plus sophistiqués pour comprendre comment on peut capturer des choses comme des chambres à coucher, etc. Et ça, c'est vraiment, donc autrement dit, comprendre les interactions à travers les échelles. Alors, il y a eu un très joli travail qui a été fait par Florentin Guth là-dessus, et une observation quand on a essayé de regarder les propriétés des coefficients, donc des grandes matrices linéaires qui s'appliquent à travers les canaux, c'est que ça ressemble beaucoup, beaucoup à des matrices aléatoires. Florentin a fait des modèles de gaussiens carrément, et donc ça, il l'avait appliqué à des problèmes de classification, et on capture déjà une grosse partie du phénomène. Donc si je devais penser à quel type de modèle mathématique pour comprendre les interactions à travers comment on capture les interactions à travers les canaux, j'aurais tendance au premier ordre à penser à des modèles de projection aléatoire. En tout cas, c'est ce que montrait ce type de travail à l'époque. Voilà, ça c'est tous mes collaborateurs. Vous voyez Simon Coste, Valentin de Bortoli, Zara Zadokai, Florentin Guth, Eero Simoncelli, et je vous remercie. Merci beaucoup Stéphane. Merci infiniment. On va passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, il y en a une là. Où ça? Oui. Alors, le premier qui arrive. Merci. Merci beaucoup. C'était vraiment très clair. Et j'avais une question sur la première partie, surtout sur la généralité du modèle génératif de bruit, qui est indépendant, gaussien, additif, et qui conditionne tout le denoising, le débruitage, vu qu'on parle en français, qui suit. Et donc la généralité de cette approche-là par rapport à d'autres méthodes qui utiliseraient un bruit rose, par exemple. Par rapport à un bruit qui ressemblerait aux statistiques des images naturelles, ou alors des choses qui sont utilisées maintenant en auto-apprentissage, avec l'apprentissage contrastif, où on va utiliser de l'augmentation, avec des transformations géométriques simples qui sont un peu aléatoires. Alors, on peut effectivement ne pas partir de bruit blanc, mais par exemple d'un bruit qui a le bon spectre par rapport à l'image d'origine.
ça donne pas un gain énorme, parce que la difficulté essentielle, elle n'est pas dans la reconstruction du spectre, mais ça, c'est tout à fait possible. D'une façon générale, maintenant, ce que les gens utilisent, c'est plus dans les applications, ce qu'on appelle je crois que c'est score match. C'est les interpolants stochastiques, mais c'est un autre nom. Ça a été redécouvert dans plusieurs... matching flow, ou un truc comme ça. En tout cas, on peut faire exactement le même genre de transport de n'importe quelle distribution à n'importe quelle distribution. Et donc, la distribution de base, c'est pas forcément effectivement du bruit blanc. Et il y a plein d'applications où ce n'est pas du bruit blanc. Par exemple, si vous voulez faire de la prédiction météorologique, vous partez d'une distribution d'origine et vous voulez prédire la distribution qui va correspondre au temps dans 10 jours, par exemple. Et donc, vous voulez faire un transport en partant d'une distribution qui n'est pas une distribution de base. Ensuite, vous avez parlé des histoires de rotation. Ça, c'est plus sur les invariants sous-jacents. Et donc, a priori, on a envie que la distribution de base ait les bons invariants, parce que, quant à faire, si on va les préserver. Et donc là, il y a toutes les techniques d'augmentation de données, éventuellement, pour l'apprentissage. Mais en tout cas, là, j'ai traité effectivement le problème du bruit blanc, mais maintenant, ça s'applique à n'importe quel transport. Ceci étant, les réseaux de neurones restent les mêmes. C'est essentiellement beaucoup des UNet avec des transformers plutôt que de faire purement des convolutions. Merci. Antonin? Oui, merci Stéphane pour l'exposé. Moi, j'ai une question qui trotte dans la tête, mais tu en as parlé 2-3 fois dans l'exposé. Depuis le début, c'est que tu présentes que des trucs strictement convolutionnels, des UNet, des trucs comme ça. Et à la fin, tu fais des chambres, des visages où on peut déplacer les lits dans les chambres, mais les yeux, ils sont à leur place, des trucs comme ça. Donc pourquoi, où est-ce qu'elle est l'information dans tes réseaux qu'il n'y a pas 3 yeux ou qu'ils ne sont pas au milieu du front? Alors, déjà, le fait que les yeux soient au centre, effectivement, si on a des convolutions, normalement, ça doit être stationnaire, ce n'est pas le cas. Sauf qu'il y a des effets de bord. Et ça, on les oublie, mais ils sont complètement fondamentaux. C'est eux qui permettent, bien qu'on ait une convolution, de recentrer l'image et que l'image soit déjà centrée. Donc, l'origine du fait que le processus qui est produit n'est pas stationnaire, bien qu'on ait des convolutions, ça vient en fait de l'effet de bord. Ensuite, le fait qu'il y ait 2 yeux plutôt que 3 yeux, etc., ça, c'est les statistiques sous-jacentes qui fait qu'il n'y a pas elles ne sont pas compatibles avec 3 yeux. Mais ça, on peut le faire même avec simplement un scattering, parce que quand je montrais ces images, j'ai un cercle qui se balade, j'en ai qu'un, j'en ai pas 2. Et ça, on peut capturer ce genre de distribution avec des outils de maths qui sont pas du tout aussi compliqués que des réseaux, complets en tout cas. Tu veux compléter, non? Non, ça va, merci. Non, tu n'es pas satisfait, visiblement. Non, je suis un peu satisfait, mais quelque part, quand même, dans le réseau. Tu vois, c'est pas strictement, on parle d'une échelle grossière et on va comprendre comment raffiner, parce que quelque part, il y a la forme du truc qui sort. Enfin, je sais pas, ça me semble plus complexe. Ça doit être codé quelque part dans ces mais oui, non, mais je sais pas où. Non, mais attends, le fait que ce soit codé quelque part dans une distribution de proba, tu as une moyenne, hein. Donc mais bien sûr, une distribution de proba, ça a des paramètres, donc ça le code, mais c'est pas pour autant que c'est pas une distribution de proba. Je pense que ça, c'est le truc important, c'est-à-dire qu'on a vraiment tendance à se dire non, ça ne peut pas être des distributions de proba, c'est des structures avec un algorithme complètement déterministe. Mais là, non, là, il n'y a pas de doute que ça l'est. Donc, mais effectivement, il y a beaucoup de paramètres qui fait que, suffisamment. Et je pense qu'on a une tendance à surestimer le nombre de paramètres. Un visage, quand on regarde en particulier la vitesse de décroissance des valeurs propres du Hessien, c'est sur quelques centaines, d'accord? Et j'ai 7 millions de paramètres. Donc il n'y a pas tant de paramètres que ça pour définir un visage. C'est ça la surprise. Gaël? Oui, merci pour la présentation super intéressante. J'avais une question un peu spécifique sur l'application à d'autres types de représentations et d'autres types de signaux. Et notamment, par exemple, les signaux audio.
Donc on sait qu'avec les signaux audio, on peut calculer une représentation de temps-fréquence qui donne une image, mais dans cette image, la notion de localité est assez différente pour décrire un objet. Donc ma question est, est-ce que tout ce que tu as présenté doit être adapté à d'autres types de représentations, ou tout reste valide tel quel? Alors, les signaux audio, bon, d'abord, il y a de la synthèse audio, mais ça tu le sais, qui est complètement extraordinaire aussi maintenant, avec des structures longue portée qui sont impressionnantes. Il y a beaucoup de modèles autorégressifs qui sont faits, mais ces modèles autorégressifs utilisent quand même évidemment des réseaux de neurones très profonds. On sait, dans la première phase d'une représentation audio, y compris dans tous ces systèmes, c'est essentiellement une représentation temps-fréquence, qui est plutôt une représentation temps-échelle. Donc il y a toujours cette première couche qui est une espèce de représentation en ondes. Ensuite, il y a de la structure très longue portée aussi en fréquence dans le système audio à cause de la partie harmonique. Donc, je pourrais, tant qu'on ne le fait pas, je ne pourrais pas dire que ce type de modèle de groupe de normalisation s'applique. Il faudrait regarder la structure. Mais par contre, les algorithmes de diffusion fonctionnent aussi bien sur les algorithmes audio. Donc, il y a une exploitation de la structure de façon similaire. Mais ça, tu es probablement mieux placé que moi pour pouvoir savoir le genre de propriété qu'il y a. Merci. J'aurais juste une question, bonjour. Ces algorithmes basés sur les scattering transforms sont très intéressants, mais est-ce que ça marche que sur les images? Si jamais, en fait, de plus en plus, les diffusion modèles se basent sur l'espace latent d'un encodeur-décodeur, est-ce que ça marcherait dans ce cas-là, en fait? C'est ça ma question, parce que quelles sont les propriétés des images que doit avoir pour qu'on puisse appliquer vos algorithmes plutôt que sur les images, ou ça puisse transférer sur les... Là, la réponse, c'est non, ça ne s'applique pas que aux images, de la même manière que le groupe de normalisation, ça se retrouve partout en physique. C'est basé sur l'idée qu'il y a de la structuration hiérarchique. Et la structure hiérarchique, c'est partout en physique, sur les molécules, sur protéines, ensuite, évidemment, la représentation d'une certaine manière en ondelettes, c'est-à-dire qui va évoluer d'une échelle à l'autre, va être différente si on est en 1D, en 2D, en 3D, si on est sur un graphe et autres. Mais moi, l'hypothèse que je fais, qui n'est pas du tout la mienne, hein, ça c'est, il y avait cet article 1962, Architecture de la complexité de Herbert Simons, qui essentiellement disait dès ce moment-là, si on regarde tous les problèmes depuis le langage jusqu'à la physique, en passant par la biologie, etc., il y a une organisation hiérarchique qui permet de beaucoup simplifier les choses, qui l'explique en termes de stabilité de système dynamique. C'est-à-dire que si on a un système complètement plat, c'est difficile et qui est très organisé, c'est très difficile d'arriver à un tel système par un processus d'évolution. Alors qu'un système hiérarchique, le système d'évolution fait simplement des raffinements au fur et à mesure. Donc, tout ça pour dire que ça, c'est pas mon hypothèse, mais c'est une hypothèse qu'on retrouve un peu partout. Et donc, dès qu'on a un système hiérarchique, d'une certaine façon, on se retrouve dans un cadre de plus ou moins de groupe de normalisation quand on explicite ça en termes de probabilité. Ce qui est très différent par rapport à ce qui avait été pensé dans les années 60 jusqu'à relativement récemment, c'est quand on pensait hiérarchie, on pensait comme un arbre, c'est-à-dire une hiérarchie qui va du haut vers le bas, et puis c'est terminé. Or, en fait, ce qu'on se rend compte, et notamment c'est ce qui apparaît rien que, y compris dans le scattering, c'est qu'il y a une première hiérarchie, mais même horizontalement, il y a plein de hiérarchies. Ça, c'est la raison pour laquelle on refait des transformés en ondelettes. C'est comme dans une compagnie. Si vous voulez, par exemple, construire un avion Boeing qui va mettre en jeu 10 000 ingénieurs et autres qui vont travailler ensemble, on ne peut pas avoir simplement comme hiérarchie la hiérarchie qui va du PDG jusqu'aux employés. Il faut aussi faire une structure projet horizontale entre les ingénieurs qu'on va devoir organiser, et donc il y a des structures hiérarchiques horizontales qui apparaissent. Donc il y a plein de structures hiérarchiques emboîtées. Et ça, c'est pas du tout lié à l'image. On voit, là, je suis en train de parler de système d'organisation, mais pareil, on comprend très mal ce genre de choses.
Une dernière question, Oui, je voulais d'abord te dire merci et puis poser une question sur la division du travail possible. Si j'ai une base d'images insuffisante et que je la dégrade, je la moyenne, on va être capable de faire de la généralisation à ce niveau dégradé. Ça, le nombre d'images disponibles va permettre de faire de la généralisation à un niveau dégradé. Et la question est de savoir s'il y a création à ce niveau dégradé, est-ce qu'on pourrait apprendre disons, un réseau polisseur, tu vois, un travail de fin, qui permettrait de faire le travail qui va de la création dégradée au détail. Donc, j'ai tendance à penser est-ce que c'est que clair oui, déjà j'ai tendance à penser que oui, simplement il ne faut pas que la dégradation soit n'importe quoi. C'est-à-dire, puisqu'il faut que le passage de la partie dégradée à la partie plus fine soit pas d'une complexité énorme. Mais d'une certaine manière, quand on se balade à travers les échelles, c'est ce qu'on fait. On prend une image haute résolution, on l'approxime par une image basse résolution, on crée le modèle basse résolution, c'est le modèle dégradé, et ensuite on calcule la probabilité conditionnelle de passer du modèle dégradé au modèle plus fin. Donc c'est une forme d'implémentation de ce dont tu parles, simplement la dégradation, elle est bien choisie de manière à ce que le passage soit pas complexe, c'est-à-dire les probabilités conditionnelles soient simples. Si tu fais une dégradation qui va engendrer des probabilités conditionnelles très compliquées, c'est mort. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci encore Stéphane. Merci.